Ce bâtiment fut le pavillon de la Nouvelle-Calédonie lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Il fut démonté puis reconstruit ici à Nouméa sur l'initiative de l'homme d'affaires philanthrope Lucien Bernheim, pour servir à la fois de musée et de bibliothèque. La bibliothèque Bernheim possède la plus importante collection de livres anciens sur la Nouvelle-Calédonie. Mais elle n'est pas la seule. Ces livres traitent de géographie, d'ethnologie, de botanique, de politique et aussi bien sûr d'économie et d'agriculture. Toutes ces connaissances nécessaires au nouvel administrateur du pays, à ses fonctionnaires, mais aussi aux colons qui avaient choisi la Nouvelle-Calédonie comme terre d'aventure. Témoins d'une époque de grands bouleversements, ces livres anciens permettent de mieux comprendre comment s'est construite la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Nous sommes dans le bâtiment qui a été construit en 1981. Le précédent était devenu trop étroit, trop petit pour le public. Et puis, comme l'idée, c'est d'avoir plus de documents à offrir, donc il nous fallait plus d'espace. Après, on a tout ce fonds qui est le plus important dans ce secteur. Il s'agit des documentaires, avec toutes les thématiques qui peuvent exister. Ça va de la religion, philosophie, jusqu'à l'histoire, la géo. On compte environ 100 000 livres disponibles et accessibles au public, inscrits à la bibliothèque Bernheim. Et donc on finit ici avec le secteur réservé au fonds local, donc toute la littérature néo-calédonienne. Ils ne sont pas tous rangés ici et on a environ 16 000 documents dans les magasins. Tous les livres ne sont pas consultables pour des raisons de conservation et aussi parce qu'ils font partie du patrimoine calédonien, à savoir que un certain nombre d'entre eux ne sont plus édités à l'heure actuelle. La conservation permet d'enrichir le patrimoine calédonien puisque l'objectif au final c'est qu'il soit diffusé et communiqué au public des générations futures. Vous reconnaissez ici la structure du bâtiment qu'on appelle la salle Eiffel, qui représente la première bibliothèque de Nouvelle-Calédonie. La bibliothèque a ouvert ses portes en 1906. Ça en fait un des plus vieux établissements de lecture publique de l'outre-mer français. Alors, la bibliothèque Bernheim a été créée suite à l'initiative de Lucien Bernheim, qui était donc un mineur qui avait fait fortune ici et qui, avant de quitter le territoire, avait souhaité laisser une trace au pays, qui lui avait porté chance, sous la forme d'une institution culturelle, et en l'occurrence une bibliothèque. Il avait constaté le manque de livres, et en particulier dans l'intérieur, d'accès aux livres, donc, et il avait souhaité que la bibliothèque soit créée et qu'elle puisse bénéficier à l'ensemble du territoire. Il a assujetti aussi son legs au fait que cette bibliothèque soit suffisamment dotée pour fonctionner. Donc ça, c'était aussi la preuve d'un homme de vision, qui savait qu'il fallait construire autre chose qu'une coquille vide et qu'elle puisse rayonner. Le plus ancien document de la bibliothèque Bernheim, qui date donc du XVIIe siècle, vous voyez, 1629. Donc il s'agit d'un Mercator, donc c'est un recueil de cartes, de France, d'Europe. Vous voyez, les gravures sont d'une finesse et d'une précision. C'est vraiment du travail d'orfèvre. En fait, il a été retrouvé par hasard dans la bibliothèque, dans les fonds de la bibliothèque. C'est un don, on suppose que c'est un don qui a été fait à la bibliothèque. C'est ce qui fait aussi le charme de tout ce qu'on peut trouver dans le magasin, c'est qu'il y a parfois des énigmes. Alors, James Cook est en train de terminer son second voyage dans le Pacifique. Il vient de découvrir qu'il n'y a pas de continent austral après avoir fait le tour de l'Antarctique. Et là, il est remonté par Norfolk, les Nouvelles-Hébrides, et en cinglant vers l'Australie, il découvre la Nouvelle-Calédonie. Au lever du soleil,
Le 1er de septembre, après avoir couru toute la nuit au sud-ouest, nous perdîmes toute terre de vue. Après 3 jours de navigation, nous découvrîmes une grande terre où aucun navigateur européen n'avait encore abordé. Nous remarquions plusieurs tourbillons de fumée, ce qui prouvait que la terre était habitée. L'extrémité occidentale qui formait une île était connue sous le nom de Balabea. À peine eut-on placé l'ancre que nous fûmes environnés d'une foule d'Indiens qui nous avaient suivis dans 16 ou 18 pirogues et dont la plupart étaient sans armes. Bientôt, nous leur aspirâmes la confiance de s'approcher assez pour recevoir des présents. Nous les leur descendions au bout d'une corde à laquelle ils attachaient en échange des poissons tellement gâtés que l'odeur en était insupportable. Ces Indiens sont presque nus. À peine se couvrent-ils les parties naturelles d'une espèce de pagne telle qu'on en porte à Malikolo. Ils furent curieux d'examiner tous les coins du vaisseau, qui leur causaient une extrême surprise. Les chèvres, les cochons, les chiens et les chats leur étaient si inconnus qu'ils n'avaient même pas de terme pour les nommer. Ils paraissaient faire un grand cas des clous et des pièces d'étoffe, parmi lesquelles les rouges étaient les plus estimés. En général, ils admiraient tout ce qui était rouge. Ils n'essayèrent jamais de nous voler la moindre bagatelle et ils se comportèrent avec beaucoup d'honnêteté. Cook, c'est un homme des Lumières, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui, en plus, a une très grande habitude du voyage ethnographique, dans la mesure où c'est déjà son second, c'est la fin du second. Donc il a pas mal vécu, il a pas mal vu d'îles, etc. Donc visiblement, il a une grille d'analyse à chaque fois qu'il découvre un nouveau territoire. Et c'est cette grille qu'il applique en Calédonie. Nous débarquâmes sur une plage sablonneuse en présence d'un grand nombre d'habitants, qui s'étaient rassemblés pour nous voir. Aussi nous reçurent-ils avec des démonstrations de joie. Nous retrouvâmes ici le même chef que l'on avait vu le matin dans une des pirogues. Il se nommait Teabuma. Et nous ne fûmes pas à terre 10 minutes qu'il fit faire silence. Tout le peuple lui en donnait cette marque d'obéissance. Il prononça un petit discours. Ces harangues étaient composées de courtes sentences, à chacune desquelles 2 ou 3 vieillards répondaient par des branlements de tête et quelques murmures, sans doute en signe d'applaudissement. Tout ce temps que les chefs parlèrent, j'observais le peuple, et je ne vis rien qui dût nous inspirer de la défiance. Les ustensiles de ménage se réduisent à très peu de choses. La jarre de terre est le seul digne de remarque. Ils y cuisent leurs racines, peut-être encore le poisson. Le feu de la cuisine est en dehors de la maison, en plein air. Sur le foyer sont 3 ou 5 pierres pointues fixées en terre. Les foyers de 3 pierres ne sont que pour une seule jarre, les 5 en admettent 2. Les jarres ne se posent point sur leur fond, mais inclinées sur un côté. Les naturels ne se nourrissent que de racines, de poissons et de l'écorce d'un arbre, qu'on dit croître aux Indes occidentales. Ils grillent cette écorce et ils en mâchent continuellement des morceaux. Elle a un goût douceâtre, insipide, et quelques personnes de l'équipage en mâchèrent avec plaisir. L'eau est leur unique boisson, du moins je n'en ai pas remarqué d'autres. Les bananes et les cannes à sucre ne s'y trouvent pas en abondance, le fruit à pain est rare, et les cocotiers n'y poussent pas des tiges aussi vigoureuses que dans les autres îles. La nature a été moins libérale ici que sur les autres îles des tropiques. La plupart des cantons ne consistent guère qu'en montagne, où le roc est à peine couvert d'un peu de terre que brûle continuellement le soleil, et les herbes qui y croissent deviennent inutiles à un peuple qui n'a point de bétail. Déjà, les Kanaks vivent dans un milieu qui n'est pas celui qu'il a l'habitude de rencontrer. Il le dit d'ailleurs, il n'y a pas d'arbre à pain, par exemple, ou très peu. Les cocotiers, ce n'est pas les mêmes, ils poussent mal, ils connaissent aucun animal quasiment. Donc déjà, il y a cet environnement qui n'est pas très favorable. En plus, ils ne sont pas très vêtus, ils sont vêtus à minima, si j'ose dire, surtout les hommes. Ils ne doivent pas être très gras, ils ne doivent pas être... Donc tout ça fait que c'est une population qui a l'air assez
assez modeste dans sa vie de tous les jours. Les villages n'ont pas l'air d'être exceptionnels, hein. Il y a une grande case, mais visiblement cette grande case n'intéresse pas énormément Cook, même si dans ses gravures, il apparaît, en particulier dans ses gravures sur l'île de Pin, des cases avec des chambranles de porte et des flèches fêtières, donc il a bien remarqué qu'il y avait des choses sculptées, mais il trouve pas que ce soit une population qui soit très fortunée par rapport à d'autres populations qu'il a rencontrées en Océanie. Comme toutes mes collections, de tout ce qui touche la Calédonie, j'adore. Je suis à la recherche de tout ce qui touche les objets de Calédonie, en particulier les livres, les photos, les papiers. Celui-là, c'est mon plus vieux bouquin. C'est un atlas regroupant les 16 cartes et plans du voyage de Cook, le voyage de 1774. Et à l'intérieur se trouve une photo de la Calédonie. Voilà, carte des découvertes faite dans la mer du Pacifique, commandée par le capitaine Cook en 1774. Mais si on l'observe bien, la Calédonie est inversée. Elle est dans l'autre sens normalement. On arrive de Norfolk, on fait le tour des Nouvelles-Hébrides, hein. Puis après il va cingler vers l'Australie et paf, il va tomber donc sur la Nouvelle-Calédonie et il va commencer à chercher, à la suivre, un petit bord par le nord, puis on descend et Cook va passer un petit peu de temps à l'île des Pins, puis il va essayer de continuer sa circumnavigation autour de la Nouvelle-Calédonie, mais là il tombe dans ce récif sud qui est totalement anormal. Il a bien failli couler là d'ailleurs, donc il va passer la nuit à tirer des bords et finalement il n'a pas visité ça. Ce qui explique que contrairement ici où on voit très bien la côte, ici on n'a qu'un estompage parce qu'il n'est pas du tout sûr de ce qu'il y a de ce côté-là. James Cook était un sujet de la reine d'Angleterre et son voyage était un voyage d'exploration. C'est le contre-amiral Février des Pointes, un Français, qui 100 ans plus tard prendra possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853. Pour moi, on a plusieurs bibles. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie par Clovis Savoie. C'est un bouquin qu'on ne trouve plus, qui n'a jamais été réédité. Ça parle de la transportation, déportation, du commerce, l'industrie, l'insurrection et les troubles. C'est un bouquin qui a pas mal de belles photos dedans. Nous, en 1922, le quartier de la Vallée des Colons. Bétail à Pingen, propriété Cojol à l'époque, et beaucoup d'autres photos. La prise de possession a été complétée par une démonstration faite dans les tribus du littoral par le capitaine de vaisseau Tardy de Montravel, commandant la corvette la Constantine. En 1853 et 1854, les chefs des tribus de Puma, de Mouélébé, de Yengen, de Wailou, de Kanala et de Nouméa reconnaissent officiellement la souveraineté de la France et font le serment de fidélité. Le 14 mars 1866, une décision impériale donne au chef-lieu de la colonie le nom de Nouméa, dans le but d'éviter la confusion qui se produisait dans les correspondances pour Port-de-France et pour Fort-de-France en Martinique. En 1868, le gouverneur Guillain fait déterminer le périmètre de la commune et de la ville de Nouméa, ainsi que les communes de la Dambéa et de Païta. Il fait assainir et remblayer le quartier du centre de la ville, fait construire un nouvel hôpital maritime et les bâtiments du génie militaire, désigne l'emplacement de la place d'armes, crée une promenade publique et 2 marchés publics.
finalement, il n'y a pas eu longtemps de présence militaire, loyauté, tout simplement parce que le contexte international était différent par rapport au début de la période, puisque là, il y avait une espèce d'entente entre les Britanniques et les Français pour la reconnaissance de la souveraineté de l'un et de l'autre sur des îles différentes. Donc à partir du moment où les Britanniques reconnaissaient que les Français étaient installés à loyauté, lesquels Français d'ailleurs, dans un premier temps, ne se sont pas attaqués du tout aux pasteurs protestants anglais à la London Missionary Society, eh bien effectivement, il n'y a pas eu d'occupation militaire. Alors il ne faut pas non plus confondre deux choses aussi, c'est l'occupation militaire et le fait que les loyautés aient été réserve intégrale. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de cantonnement dans les loyautés. Le commandant militaire des îles Loyalty est remplacé par un résident civil et l'archipel forme en 1870 un arrondissement de la Nouvelle-Calédonie. Pour faciliter le recrutement de la main-d'œuvre indigène nécessaire aux travaux publics, de la Richerie décide en 1870 que les chefs qui fourniront des hommes à l'administration recevront une allocation du 10e des salaires revenant aux travailleurs. Cette odieuse dîme prélevée sur le travail fut la cause par la suite de bien des abus. Les populations le vivent assez mal, puisqu'on leur demande d'aller travailler pour l'autorité française, et en fait c'est le chef qui se met l'argent dans la poche, si j'ose dire. Alors, voilà comment ça marche. Donc effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, et de temps en temps la population le fait savoir, ou le chef le fait savoir, parce qu'il trouve que ça rapporte pas assez. Donc effectivement, ce genre de prélèvement n'est pas bien vu. De toute façon, c'est un prélèvement sur la tête. Donc en plus, le chef triche sans cesse avec l'autorité française en disant qu'il a tant d'hommes dans sa chefferie, mais en fait il n'en a pas tant que cela. Il en a moins ou il en a plus, selon l'intérêt du chef par rapport à l'administration française. Parce que quelques-uns des chefs, voulant se faire bien voir de l'administration française, disent « moi j'ai quelques centaines d'hommes » et du coup la corvée est beaucoup plus forte. Et donc ça pèse sur ceux qui sont là. Donc c'est pour ça que c'est une injustice. Il y a celui-là, qui est sur l'insurrection de Kanak de 1878. Nous-mêmes, il est marqué Nouméa, 25 juillet 78, et qui retrace tout ce qui s'est passé pendant l'insurrection. C'est tout des vérités, c'est pas du bluff, c'est la vérité. Madame Fricoté et ses 4 enfants ont été tués. Monsieur Fricoté était absent. La sauvagerie des Kanaks s'est surpassée dans cette habitation. Les monstres ont ouvert le ventre à Madame Fricoté et y ont déposé, après l'avoir tué, un enfant âgé de 6 semaines. Et il y a des gens qui osent, en présence de pareils faits, parler de principe et de miséricorde. Ça fait partie de la littérature colonialiste, enfin coloniale, c'est-à-dire sur la femme qui était ventrée, de préférence elle est enceinte, enfin, etc., etc. Enfin, toujours la même histoire. Nous pensions être en pleine sécurité, nous appelions les Kanaks de grands enfants, nous vivions au milieu d'eux sans crainte aucune. Quel réveil et quelle leçon pour l'avenir. Commence une série d'insurrections qui laissent les Blancs très démunis. Et puis il n'y a pas de réaction véritablement des Blancs tout de suite. La première action militaire, c'est un véritable fiasco. Le chef de l'expédition est tué. Donc à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'effervescence dans la chaîne avec des routes coupées, des fermes incendiées, des colons tués, enfin, etc., etc. Et puis de l'autre côté, des Kanaks tués aussi, parce qu'effectivement, on se défend. Jusqu'au début du mois de septembre de l'année 1878, date à laquelle le supposé chef de la rébellion, le Vercingétorix Kanak, comme on l'appellera par la suite, Ataï se fait tuer. Se fait tuer d'ailleurs par un Kanak. L'objectif était Ataï. Entouré et ne sachant où fuir, ce chef, considéré comme l'âme de la révolte, vint tomber au milieu des Kanaks auxiliaires. En apercevant Ataï, 4 Kanaks se précipitèrent sur lui et l'entourèrent. Il essaya de se servir d'un sabre de gendarmerie dont il était armé, mais un coup de sagaï qui lui traversa le bras l'en empêcha. De plus, les Kanaks auxiliaires arrivèrent si vite sur lui qu'il succomba bientôt à 2 coups de hache en poussant son cri de mort. Cette insurrection
était morte dans l'œuf, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas eu du tout d'unité du monde kanak. Et d'ailleurs, à partir du septembre 1878, les Français vont récupérer, en s'appuyant sur le fort de Teremba en particulier, vont récupérer la Chaîne, les régions en état d'insurrection. Ceci dit, l'insurrection continue, c'est-à-dire que vers le nord, on voit de nouveaux foyers, etc. On peut dire que tout est terminé au point de vue militaire vers le 15 janvier 1879, mais l'état de siège ne sera levé qu'en juin 1879. Donc c'est vraiment à ce moment-là que la paix est revenue. La paix est revenue parce qu'on a déporté énormément de Kanaks. Hein. C'est-à-dire que toutes les tribus qui n'étaient pas fiables, on les a envoyées à l'île des Pins, Bélep, ailleurs, enfin, etc. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a énormément de terres Kanaks qui sont prises par l'autorité coloniale pour installer des Blancs, pour installer la pénitentiaire, enfin, etc. Sur ces terres, en plus, on fait du bétail. Le bétail va abîmer les terres Kanaks qui restent Kanaks, en particulier va abîmer tout le système des taraudières. Et donc, effectivement, ce cantonnement dans les fonds de vallée, cette emprise, cette destruction totale des terres, etc., fait que finalement les Kanaks sont excédés et vont se révolter contre les Blancs, l'autorité blanche, les Blancs qui sont assaillis sur leurs terres, etc. C'est comme ça que ça commence. Le costume des Kanaks de l'intérieur est primitif. Ils enveloppent leur chevelure dans un mouchoir noué en turban avec leur fronde et souvent orné de verdure et de plumes. Ils portent un collier en poil de roussette, des jarretières ornées de coquillages ou de perles au bras. Les villages Kanaks se composent de cabanes ayant la forme d'une ruche d'abeilles, avec une porte très étroite. Il n'y a ni cheminée, ni fenêtre. Ils s'y enfument la nuit pour se préserver des moustiques. Il y a quand même eu une interruption de la construction des cases, puisque l'autorité coloniale avait décidé que les cases étaient dangereux pour la santé, puisqu'il n'y a pas d'évacuation de la fumée. Et donc l'autorité coloniale a décidé que ce n'était pas bon, et donc on a voulu effectivement mettre les Kanaks dans des maisons rectangulaires, couvertes d'une substance naturelle contenant de l'amiante. Enfin bref, on a fait le pire. On ne savait pas à l'époque que c'était mauvais, mais on a fait pire que ce qui pouvait exister. Et finalement, la case, elle a survécu en grande partie grâce aux missionnaires. Et donc finalement, la grande case, elle est réapparue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait on a tant écrit sur la grande case dans les années 70-80, et pour ça, c'est devenu un des éléments majeurs de la culture kanak. Parce qu'effectivement, c'est plus qu'une case. C'est quasiment un temple. C'est le lieu de la chefferie. Enfin, c'est vraiment l'endroit où il y a une interface entre le monde divin et le monde humain. C'est à partir de la case que se structure la société kanak, les hommes, les femmes d'un côté, le clan maternel, plus exactement le clan paternel de chacun d'un côté, le monde des vivants et le monde des morts. Les morts sont derrière la case, donc c'est vraiment très important. C'est vraiment un lieu extrêmement important et qui a vraiment réapparu dans les années 1970-80. Alors le MIR, je le qualifierais d'administrateur colonial archétypal, administrateur colonial dans toute sa splendeur, puis qu'après, une fois qu'il aura pris sa retraite, continuera à écrire sur ce qu'il a vu, puis surtout sur tout un tas de justificatifs de la colonisation. Il fait tout le tour de la Calédonie, lui, donc ça, son témoignage est très intéressant parce qu'il voit énormément de choses, il va là où pratiquement aucun blanc n'a jamais été, et donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. Alors l'autre côté, c'est qu'effectivement, son texte est pétri de présupposés blancs de l'époque, enfin, etc., sur les autochtones qu'il rencontre, ça c'est clair, mais c'est pas du tout objectif comme texte. La récolte des ignames et des taros est dévorée dans de grandes fêtes que les tribus se donnent entre elles. Dans l'intervalle de deux récoltes, le kanak, mourant de faim, s'emploie chez les Européens qui le nourrissent, ou en est réduit à manger des fruits, des racines, des sauterelles ou de la terre. Cette terre est une stéatite molle, en boulettes, se délitant avec la salive, ayant un goût légèrement sucré. Ainsi nourri d'aliments végétaux, l'aliment azoté lui manque. Voilà pourquoi, dans un pays dépourvu d'animaux et de gros gibier, il lui est arrivé de manger son semblable. Mythe, en grande partie mythe,
pour plusieurs raisons. D'abord parce que les archéologues qui travaillent sur le Pacifique n'ont jamais trouvé la moindre trace de cannibalisme. Quand on mange de l'homme, ben on laisse la trace de ses dents sur les os. Les ossements humains ne sont pas avec le reste des déchets, en fait, etc. Il y a plein de choses qui ne permettent pas de dire qui permettent de dire qu'il n'y avait pas de cannibales. Et puis, quand on regarde un peu toute cette mythologie du cannibalisme, on s'aperçoit qu'au début du XIXe siècle, les cannibalistes sont tous sur les côtes. On ne peut pas mettre le pied par terre sans être menacé de cannibalisme, à tel point d'ailleurs que les missionnaires reçoivent un enseignement pour distinguer la viande de poulet et de veau de la viande humaine, parce que c'est la même couleur quasiment. Donc, et puis comme il n'y a pas beaucoup de cannibales sur les îles, on va les inventer plus loin, dans la terre. Et plus on avance dans le siècle, plus les cannibales, ce sont des tribus reculées dans la chaîne. C'est eux les cannibales, c'est plus des côtes. Vous voyez, donc c'est vraiment un mythe. Et alors ce qui est formidable avec ce mythe, c'est que finalement, les principaux intéressés se le sont appropriés et estiment que leurs ancêtres étaient des cannibales. À la tête des agglomérations indigènes formées en petites sociétés, nous trouvons un grand chef, ou le Tehama. Un second chef, le Mweaou. Toute la famille du chef est environnée de respect. Mais c'est surtout le Tehama qui est le point de mire, la gloire de la tribu. Dans l'esprit de nos insulaires, la tribu ne saurait exister sans chef, pas plus que le monde sans soleil. Le chef est le soleil de la tribu. Quand un grand chef vient de rendre le dernier soupir, son successeur envoie porter aux habitants de chaque village le bref message que voici. Allez dire que le soleil est couché. Ce sont des livres qui sont très intéressants au niveau témoignage, parce qu'effectivement, ils ont le mérite d'exister, de donner la clé d'un certain nombre de choses qu'on ne connaît plus ou qu'on connaît mal. Mais il faut faire attention, parce qu'en fait, si vous prenez le livre comme ça et puis que vous prenez comme véritablement le décalogue, c'est sûr que ça ne va pas aller. Le mieux, c'est quand même d'avoir des éditions annotées, et puis d'avoir des éditions qui sont introduites, où on vous dit, oui, faites attention, parce qu'à telle page, de telle page à telle page, l'auteur qui est effectivement, comme le mire, un administrateur colonial, eh bien, il a une vision foncièrement coloniale, quoi. Donc il faut faire attention, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Lui, il en est persuadé que ça s'est passé comme ça, parce qu'avec ses yeux, il a vu que ça s'est passé comme ça. Donc il a analysé au prisme de ce qu'il sait, de ce qu'il sent, etc. Mais c'est pas du tout la réalité. Les bibliothèques sont un outil de démocratie, un outil d'accès au savoir, un outil aussi de divertissement, un outil social de rencontre, un lieu. Et ces lieux-là doivent rester, ces services-là doivent continuer d'exister et se développer. À l'heure actuelle, c'est de plus en plus dur. Si on fait une découverte, on découvre, ça vraiment, comme j'appelle ça, moi, une pépite, ça sert vraiment quelque chose de bon. Mais il y en a de moins en moins. Tout est répertorié maintenant. Puis on a le service des archives, on a la bibliothèque Bernheim qui ont énormément de documents aussi. Mais j'en ai quand même que non pas. C'est la mémoire écrite du pays que nous constituons et que nous avons la mission de conserver pour l'avenir du pays et de ce qu'on pourra savoir de son passé et de ses écrits et de ses auteurs qui aujourd'hui transcrivent une partie de la réalité calédonienne. Donc la mémoire écrite calédonienne est ici, derrière ces murs, et on entend bien pouvoir la conserver dans des conditions satisfaisantes.